Bonjour. Alors, troisième épisode de ce témoignage. J'avais déjà envie de vous dire que un des effets, ne serait-ce que d'enregistrer ces audios, en tout cas la première fois, après, bon ben voilà, c'est fait. Mais la première fois, ça fait partie d'un travail d'authenticité. Je dis pas qu'il faut obligatoirement faire des trucs sur YouTube, mais ça peut nous arriver dans plein d'autres domaines de la vie quand on révèle, qu'on dévoile ce qui nous importe le plus à l'intérieur et qui peut faire peur de ne pas être reçu, parce que quand on dévoile ce qui nous est le plus important et que on se sent en position de vulnérabilité et, et ça peut ne pas être reçu, être tourné en ridicule, etc. Et du coup, quand vous êtes en mesure de faire ça, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine de la vie, et ben c'est vachement intéressant ce que ça apporte sur la présence. Pour moi, c'est comme dévoiler son minotaure. Un minotaure, c'est comme une créature intérieure, une monstruosité, quelque chose dont on peut avoir honte parce que c'est pas en rapport de la généralité qui nous entoure. La honte, ça vient souvent de ça, c'est quand on a une différence, c'est être gros dans un monde de maigres, homo dans un monde d'hétéros, petit dans un monde de grands, enfin tout ça et vice versa. Et les gens qui sont particulièrement impactés par Vénus, ils ont cette sensation de honte qui peut être très développée et très pointue. C'est-à-dire que là où vous voulez être discret, bah vous rougissez et ça pointe votre différence. Et plutôt que de passer inaperçu, c'est ce que vous avez à cultiver parce que c'est ça qui est vous. Et donc voilà, dévoiler ce minotaure, révéler son intériorité, c'est aussi une part de ce travail d'authenticité qu'il y a à faire pour ne plus rien faire pour correspondre à ce qui est attendu à l'extérieur. S'ouvrir à la possibilité d'être inintéressant, de ne pas plaire, de ne pas être aimé. Et par conséquent, c'est aussi s'ouvrir à la possibilité d'être vraiment aimé pour ce qu'on est. Pas parce qu'on a séduit quelqu'un. Juste parce qu'on est, qu'on ne fait rien de particulier et que voilà, soit il y a de l'amour, soit il n'y a pas d'amour. C'est aussi ça, un des boulots de la complétude et de pouvoir s'appeler ex-chaser ou ex-runner. Parce que justement, ben voilà, quand on est soi, il se passe ce qui doit. Et quand on vit des passages comme ça, des fois on fait des allers-retours, on a comme une vision qui nous propose un changement, une amélioration, une évolution. Et notre partie égotique peut résister parce que, par exemple, s'il s'agit d'être libéré du besoin de plaire, elle peut prendre ça pour ne plus jamais plaire. Et c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être indépendamment de ce que ça produit. Donc des fois, on peut ne pas être prêt. C'est pour ça que c'est intéressant enfin c'est nécessaire, c'est plus qu'intéressant, de suivre son chemin, là où on en est, et puis un jour, on est prêt à telle évolution ou telle autre. Et voilà, il n'y a pas à sauter des étapes, il n'y a pas à aller plus vite que la musique, il n'y a pas de formule magique à découvrir, de code secret. C'est pareil pour ne plus souffrir, il n'y a pas
de code à découvrir. Il faut juste accepter de vivre sa vie, d'accueillir ce qui est là, ce qui se présente. Et même des petits changements pour le personnage, ça peut être vertigineux, on peut vraiment perdre pied. Par exemple, si c'est ne plus rien faire pour plaire, et il peut vraiment croire qu'il va se retrouver seul. Et on a un instinct grégaire qui nous fout dans une panique de survie. Parce qu'en gros, faut quand même faire partie du groupe quoi, pour s'en sortir au départ. Du coup, quand on n'est pas prêt à ça, eh ben, on va plutôt faire ce qui convient pour faire partie du groupe, nouer des liens, faire ce qui convient, etc. Et petit à petit, on va s'individualiser, comprendre qui on est, et si on revient au point de départ qui est d'un seul coup, maintenant la connaissance c'est ne plus rien faire pour plaire, on a l'impression qu'on est revenu au point de départ, sauf que là c'est avec la conscience. Et en fait c'est pas comme si on tournait en rond, c'est plus comme si c'était une spirale qui partait par exemple en l'air, mais ça peut être dans toutes les directions, comme la course de la Terre autour du Soleil dans l'univers. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, quoi. C'est une direction, c'est une branche qui part d'un côté. Et donc l'évolution, elle fait des choses comme ça. Et moi j'ai la sensation que ma part inaltérable, ma conscience, elle vit à côté du personnage, et que les deux sont ensemble. Et du coup, je peux très bien avoir une vue globale, comprendre le sens de tout, et puis repartir dans le personnage. Du coup, j'ai du recul, j'ai un peu comme une dissociation qui se fait, mais ça n'empêche pas le personnage de vraiment vivre ses peurs, ses terreurs. Et c'est assez paradoxal, parce qu'on peut avoir l'impression que si on réalise le soi, ben voilà, tout ça c'est fini, mais le soi, il me fait voir des angles aussi, des apprentissages, des guérisons. Donc c'est vraiment comme si on pouvait guérir des parties de l'ego. Alors qu'on peut se dire, bah, tant qu'il y a de l'ego, il y a de la défaillance, des problématiques, etc. Mais je sais pas. Moi, de mon expérience, c'est pas si facile à résumer. Et donc, un des points importants du chemin, c'est de faire passer de l'inconscient dans le conscient. Donc ça peut arriver de plein de façons différentes. Et donc moi j'ai du mal à apprendre de l'extérieur. Il faut que je vive tout de l'intérieur, que je découvre les choses par moi-même. Donc j'ai du mal à parler de méditation parce que je ne me reconnais pas vraiment dans la façon dont on en parle. Mais là c'est quand même ça que je vais utiliser. Parce que je pense que c'est ça une des bases ou des racines de la méditation. C'est que je suis de plus en plus, en tout cas j'ai des moments où il n'y a plus rien à faire. Même si j'ai des envies, c'est comme si de me visualiser dans ce faire, à ce moment-là, pouf, ça annihile tout. Ça me coupe l'envie ou le besoin de faire ces choses. Et je me retrouve, comme avec mes envies étranglées, à être là et ne plus rien avoir à faire. Et petit à petit, c'est le rien qui prend de la place. Et par exemple, pour passer de l'inconscient dans le conscient, j'essaye d'être à l'écoute de moi-même, donc de n'avoir aucune tension. Donc moi, pour avoir aucune tension, je suis mieux allongé que assis, par exemple, en lotus. Donc par exemple, je vais m'allonger et je vais juste essayer d'être dans le rien, rien du tout. Et là, tout ce qui m'empêche d'être bien dans le rien, c'est quelque chose qui affleure.
Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce qu'il y a une colère? Est-ce qu'il y a une tristesse? Et juste en écoutant ça, en regardant, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se comprennent, il y a des choses qui remontent. Et on en sort plus présent, plus dévoilé. Donc à certains moments du parcours, quand vous êtes dans les choses qui remontent, vous pouvez avoir l'impression que c'est sans fin, que c'est une mauvaise piste, quoi. Et voilà, je fais aussi ces enregistrements pour dire que non, petit à petit, il y a des paliers qui arrivent et on le sait que quand on les a passés, hein, on se demande ce qui se passe. Et il y a de moins en moins de choses qui remontent. Alors après, quand ça remonte, ça peut quand même être éprouvant. Mais par exemple, vous pouvez retomber au fond du trou en une journée, avoir l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé en fait depuis des années. Sauf que le lendemain, quand vous vous levez, pouf, il n'y a plus rien, quoi. Vous êtes revenu tout net, tout propre, tout neuf. Voilà, on sent vraiment il y a quelque chose qui ne repart pas tout à fait au point de départ, même si dans plein de situations, on peut, on peut avoir une appréhension des fois de se dire merde, c'est ça qui revient. Et, et non, il y a des moments là où je revis des trucs, et en fait j'ai identifié certaines situations de la souffrance, et la situation revient, et je regarde, et je me dis merde, c'est bizarre, je sens le truc qui est pas plaisant, mais il n'y a plus de douleur. Et voilà, je pense que c'est aussi une façon de repasser le travail sur le métier, comme on dit, je sais plus la phrase, pour, polir et se rendre compte que là, ok, bah écoute, là c'est fait, quoi. Et dans ces accès au vide, à l'inconscient, ça peut vraiment commencer avec des choses minuscules. Par exemple, avec une addiction ou une fuite. Quand vous commencez à en avoir marre d'un truc qui se répète, vous pouvez focaliser de plus en plus précisément le point de bascule qui fait que vous basculez dans l'inconscient, dans la fuite, dans l'addiction. Et si à un moment vous percevez ce que vous essayez d'éviter, c'est tellement minuscule que c'est incroyable qu'on arrive à des comportements comme ça pour éviter ça. C'est des inconforts, mais tellement petits. Mais c'est la peur de l'inconnu, la peur du vide, la peur du retour d'un trauma oublié, d'une mémoire. Petit à petit, si vous focalisez sur ce point de bascule, vous allez juste voir que vous sortez de tout ce schéma en acceptant cet inconfort. Alors des fois, vous y arrivez peut-être une seconde, peut-être des fois une minute, peut-être des fois c'est fini. Dès que vous avez vu ça, que vous avez été capable de sentir ça et d'accueillir cet inconfort, vous vous rendez compte que c'est tellement rien que ça part. Des fois, il faut y revenir. Voilà, c'est pas grave tout ça. Il n'y a pas de recette. C'est chacun la sienne et à chaque événement, souvent, sa recette. Et je sais plus si je l'ai dit ça ailleurs, mais témoigner comme ça, parler, raconter des bouts d'histoire, de ce qui m'est arrivé, de ce qu'on m'enseigne, de ce que je ressens. C'est vraiment pas pour que vous fassiez ce que je dis. Moi, j'arrive jamais à faire ce qu'on me dit, quoi. Faut toujours que je, je réintègre et que je personnalise ce qui se passe et que je découvre des outils par moi-même. Mais par contre, quand j'écoute les gens raconter leur histoire, même quand ils sont de bonne volonté, qui me donnent leurs tuyaux et tout ça, c'est pas ça que j'entends. Moi, c'est au-delà des mots. Ils me parlent de la lumière de leur chemin qui me rappelle la lumière du mien, inconsciemment tout ça. Et ne serait-ce que le son, ça me parle d'eux, ça me parle de quelque chose qui nous unit. Et ça crée une famille dans laquelle on peut se reconnaître, juste par le son même.
vous sentez tout de suite quelqu'un que vous avez envie d'écouter ou pas. Et des fois, vous pouvez faire des efforts, mais des fois, vous pouvez pas. Et moi, c'est comme ça. J'ai l'impression que, en ayant connu beaucoup de moments d'isolement et de solitude, je me suis reconstitué une famille avec des voix, des gens que j'écoute, je sais pas, dans des conférences, des podcasts, des interviews. Et c'est juste un sentiment familial que je ressens au travers de la voix. Et ça peut dédramatiser des situations. Je sais que de traverser toutes ces épreuves, ça m'a donné la possibilité d'accompagner des gens. Parce que par exemple, quand il y a une remontée d'une mémoire, d'une émotion forte, d'un trauma, on peut croire qu'on va crever, qu'on va y passer, qu'on va devenir fou. Et on peut avoir besoin de sentir que quelqu'un à côté de soi a déjà vécu ça. On peut être plus en sécurité pour le vivre parce qu'on ne sait pas si on va tomber par terre, inconscient, si on va hurler, pleurer, je ne sais quoi. Et savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui ne juge pas, qui a déjà traversé, et ben ça peut permettre de se mettre dans un grand inconfort, une grande vulnérabilité. Et voilà, après, il se trouve que moi, j'ai souvent dû découvrir ces choses-là tout seul. Je sais pas s'il y a des gens qui sont plus éclaireurs que d'autres. Mais ça me fait penser aux thérapeutes des flammes jumelles. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Hein, et je jette pas tout, même quand il y a quelque chose que je trouve critiquable. C'est aussi parce qu'il y en a qui croisent beaucoup de cas, etc., qui peuvent faire des liens et en déduire des choses, qui peuvent faire un terreau d'aide pour se raccrocher au départ, tellement ça paraît fou ce qu'on vit. Mais j'aimerais bien qu'ils ne nous parlent pas comme si on était des demeurés à la maternelle. Voilà, quand j'entends qu'on ne peut pas s'en sortir sans thérapie, sans accompagnement, alors que souvent ils parlent à des gens qui sont susceptibles de pouvoir tout perdre, de ne pas savoir comment se loger, se nourrir, s'habiller, se chauffer, payer les factures. Enfin, quand on est dans ces périodes-là, se soigner, c'est vraiment secondaire, quoi. On n'y pense pas du tout. Alors la thérapie, pour être mieux, comme ça, ceux qui peuvent, tant mieux, mais enfin, souvent c'est un extra, c'est du bonus, c'est presque du luxe, quoi. Donc je préférais qu'ils disent qu'ils ont très envie d'aider les gens avec ce qu'ils ont compris et qu'ils ont envie de transmettre plutôt que de nous dire que on peut pas s'en sortir sans eux, parce que c'est quand même une grosse connerie. Et ça devient un gros business après. Et j'ai pas de soucis non plus pour que des gens qui passent du temps à aider les autres, voilà, la façon de vivre, c'est de faire payer le temps qu'on passe avec les gens. Mais voilà, je trouve qu'il y a on peut se passer de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider, mais personne ne peut faire le travail à notre place. Et la vie est là pour nous aider, même quand c'est parfois dans la souffrance, la solitude, etc. La souffrance a tendance à vous pousser vers l'endroit où ça ne souffre pas. Parce que vous pouvez vous demander, mais ça va où, quoi, cette souffrance? C'est quoi ça peut aller jusqu'où? C'est quoi le sommet de tout ça, quoi? Et derrière tout ça, il n'y a rien. Et derrière tout ça, il y a le soi, cette part inaltérable qui est là, et la souffrance vous pousse vers elle. Et il y a plein de façons d'arrêter de souffrir. La souffrance psychologique, c'est un peu plus difficile que la souffrance physique. Il y avait une histoire comme ça, je crois que c'était une histoire d'un chaman tibétain, quelque chose comme ça, qui disait que la souffrance physique, c'est pas grave. Pour nous, c'est plutôt inversé, hein, par rapport à l'ordre que je vais donner. Voilà, on voit où est la blessure,
on la soigne, s'il faut on reste immobile pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais au bout d'un moment, en général, ça guérit. Dans l'histoire, et ensuite il parlait de la blessure affective. Il disait, ah là c'est plus grave, ça peut s'infecter. Et voilà, moi je vais parler de la blessure psychique, psychologique. En fait, il y a des gens, vous savez, qui se scarifient, et c'est tellement ils souffrent à l'intérieur qu'ils ont besoin de créer une blessure visible pour pouvoir la matérialiser, arrêter que ce soit diffus, que ce soit partout, que ça prenne tout leur univers. Et puis la troisième blessure, la plus grave dans l'histoire, c'était la blessure du rêve. C'est que le rêve, c'était comme les ailes de l'oiseau, et blesser le rêve de quelqu'un, c'est lui couper les ailes. Et ça, c'est très très difficile de s'en remettre. Par rapport à tous ces mots de thérapeute qui peuvent être tout à fait utiles, je trouve qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la pire erreur, c'est de ne pas vouloir en commettre. C'est d'être piloté par la peur de se tromper. Si vous agissez pour ne jamais vous tromper, ça peut être la pire erreur. Et voilà, c'est pas grave. Si vous avez des envies, des élans, qu'on a l'air de vous dire que en fait ça marche pas, bah, si vous êtes novice dans le truc, vraiment, je vous conseille plutôt de vous écouter. C'est comme ça que vous tirerez les leçons de votre vécu, quoi, pas de ce qui vient de l'extérieur. Comme j'avais parlé du Minotaure, je vais parler de Icare. Icare, on dit qu'il se plante parce qu'il s'approche du soleil. En fait, c'est parce qu'il a des ailes qui lui ont été données et qui sont collées avec de la cire. Mais ça veut dire qu'il ne s'est pas élevé avec un savoir intérieur dû à son expérience, à son vécu. Créer ses propres ailes sans la cire, qui permet de s'élever où on veut, c'est prendre le risque de se sentir minable, misérable, impuissant, nul, parce qu'on commence à zéro, et petit à petit, en appliquant ce qu'on semble apprendre, ce qu'on ressent, et ben c'est comme ça qu'on développe ses propres ailes. Et pour illustrer cette sensation qu'il y a deux voies à l'intérieur de soi, deux cheminements parallèles, un qui serait donc le soi, la part inaltérable, la sagesse, cette part qui sait tout et qui sait toujours agir à propos et être inspiré, et en parallèle le personnage qui fait ce qu'il peut, des fois qui pense savoir ce qu'il devrait faire mais qui n'y arrive pas. À ce moment-là, c'est vachement intéressant, je trouve, quand on sait exactement, en tout cas qu'on a l'impression qu'on sait exactement ce qu'on devrait faire, mais qu'on n'y arrive pas. On sent qu'on est vraiment la conséquence de notre histoire, qu'on n'est qu'un enchaînement de causes et de conséquences, duquel on n'arrive pas à s'extraire. Parce que là, à ce moment-là, c'est pas le moment où on doit goûter cet état-là. Et pour vous illustrer ça, par exemple, moi à l'intérieur, j'ai un guerrier, un gardien hallucinant, quoi. Et si ça n'empêche que si par exemple vous me dites que ce soir je vais me faire attaquer par quelqu'un au couteau, certainement que ma machine à faire des nœuds là-haut dans la tête va commencer à écrire plein de scénarios, essayer de voir toutes les situations possibles, et puis au bout du compte avoir la trouille, quoi. Et par contre, si j'ai pas
la possibilité de réfléchir à tout ça avant. Et ben voilà ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, c'était fin août, donc là, quand je vous parle, on est fin septembre 2021. Fin août, je me suis fait attaquer par un gars pendant mes heures de travail sur mon lieu de travail. Moi, je suis régisseur dans le spectacle. Sur la scène posée sur la place centrale de la ville qui est mon employeur en ce moment. Et d'une façon tout à fait imprévue, hein, évidemment, je pense. Mais en tout cas, là, vraiment, j'étais mis devant le fait accompli. Je vous raconte un peu l'histoire, mais c'est parce que sur le coup, il s'est passé ce qui s'est passé, mais après, le lendemain et les jours d'après, j'ai commencé à pouvoir comprendre ce qui s'était passé. Et il y a un gars qui est arrivé, et il est arrivé, pouf, d'un coup, comme ça, j'étais à un endroit en haut des marches qui me montent à la scène. J'étais en train de rouler la porte qui est faite dans une bâche à fermeture éclair, et c'était la fin du concert, et je roulais la bâche pour laisser le passage libre à tous les gens, les artistes, techniciens qui démontent tout le matos, et faire des allers-retours entre le haut et le bas, les camions et tout. Et pendant que je roulais cette bâche, il y a un gars qui a surgi de dessous la bâche. Et voilà, j'avais capté juste avant de monter sur scène que ce type était bien cintré, complètement hystérique. Et juste avant de monter sur scène, il prenait la tête au régisseur du groupe pour qu'il passe sa musique. Et puis il était vraiment fin, excité, impossible de causer avec, tout énervé. Et donc là, je vois ce gars-là sur scène, donc il est à 50 cm de moi, hein, j'ai quasiment contre. Et donc je lui dis, bah non, t'as pas le droit de monter, il faut descendre, c'est réservé aux gens qui travaillent ici. Et donc il continue à me dire qu'il faut passer sa musique et tout. Et là, il sort un couteau. Mais il était déjà en place, le couteau. En fait, c'était un limonadier, vous savez, l'instrument dont servent les serveurs pour servir, décapsuler, déboucher des bouteilles et tout ça. Du coup, c'est quelque chose qu'on voulait sur vous, ça ressemble pas à une arme. Et après coup, je me suis dit, bordel, mais il a prévu le truc, quoi, c'est pas possible. Du coup, d'un côté, il y a un décapsuleur, de l'autre côté, il y a une lame, et au milieu, il y a un tire-bouchon. Et lui, il portait tout ça avec le tire-bouchon qui dépassait de son poing. Et au moment où je lui dis de descendre, il sort le truc comme ça, avec sa main droite. Et je vois ça, je lui répète qu'il doit descendre. Je réalise instantanément qu'on ne peut pas discuter avec cette personne qui comprend rien, qu'il insiste. Et donc, tout ça, je l'ai pas vraiment... je l'ai réalisé après, mais je l'ai empêché de prendre le dessus. Et moi, je lui ai sauté dessus avant qu'il prenne le dessus, parce qu'il sort une arme pour prendre le dessus sur moi. Et en fait, je l'ai tellement surpris que je ne l'ai pas laissé prendre le dessus. Et moi, je me suis dit, dans la position où il y a l'escalier derrière. Si moi, je lui plonge dessus, c'est fini. Il est en déséquilibre arrière en plus. Il va instinctivement ne plus penser à son couteau ou à quoi que ce soit. On est là pour après reprendre l'équilibre, quoi. Pas tomber sur le dos, sur le crâne et tout. Et pendant que je faisais ça, c'était une intuition. Mais vraiment, il y a un moine Shaolin à l'intérieur de moi qui sait tout ce qu'il doit faire. Le temps s'arrête un peu et je sens que je peux. Donc c'est comme si on avait volé. Hein. Il y a un escalier, moi je le pousse, lui il est en arrière, moi je suis en avant. Il y a le couteau dans la main droite, mais c'est comme si je sais qu'on va pas tomber, quoi. On a volé, on est atterri sur les pieds, et en même temps, c'est moi qui le tenais. Et pendant que j'étais en l'air, je me rendais compte que je pouvais me débarrasser de lui en lui éclatant la tête par terre à l'arrivée. Et en même temps, je voyais que j'avais aucun besoin de lui faire du mal, que j'étais juste là pour le neutraliser.
et que, au contraire, j'allais prendre soin de lui pour pas qu'il se fasse mal, parce que ce gars-là, pour moi, il est en souffrance. Il- Et la souffrance, c'est juste le fait de transmettre la violence qu'on a reçue. Et quand on se défend, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on maintient cette souffrance. Or moi, c'est comme si j'essayais juste de le neutraliser. J'essaye pas de me venger du coup et de développer, de lui faire bouffer toute la haine et la violence que j'ai, que je peux avoir accumulée de mes frustrations, de je sais pas quoi. Là, il s'agit pas de ça, c'est juste, je fais le mouvement juste pour pas qu'il puisse me faire mal, et en plus j'en profite pour qu'il se fasse pas mal. Et quand je réalise ça après coup, je me dis putain, mais c'est hallucinant quoi, hallucinant. Et, et c'est aussi ça l'amour inconditionnel. Mais vous voyez, c'est ce qu'on est à l'intérieur. C'est tout ça, ça se passe en un quart de seconde. C'est ce qui d'un seul coup s'exprime parce qu'il n'y a pas le temps de réagir, de réfléchir. Et ce qui veut dire que tous les moments où notre tête veut prendre des décisions et puis fait des stratégies et tout ça, bah, c'est pas forcément inutile, mais pour moi, c'est ce que les Amérindiens que j'ai beaucoup suivi, écouté, disent, c'est que tout ce qu'on se sert à se préparer intérieurement, ça sert à être vierge au au moment opportun, au moment où il va se passer la chose. C'est que là, comme on a préparé tout ce qui pouvait être préparé, et ben ce qui va, faut pas s'y attacher parce que c'est permettre à l'inspiration d'être là et de nous traverser au moment où il faut créer, agir.